Aujourd'hui, cette femme va prononcer des divorces, fixer des pensions alimentaires, décider de la résidence des enfants. Marie-Catherine Gaffinel est JAF, juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance de Nanterre. Ce matin, avec sa greffière, elle tient audience dans son cabinet. Et ils sont complets ou pas? La première affaire va être complète, oui. La première affaire, c'est celle de Tony. Il a 29 ans. Après 15 ans de vie commune, il a choisi de se séparer de sa femme. Pour l'instant, ils vivent encore sous le même toit. Donc j'ai 2 enfants, un de 10 ans, un de 8 ans bientôt. Et je viens pour obtenir la garde totale de mes enfants. Voilà. Parce que depuis des années, il n'y a que moi qui m'occupe des enfants, que ce soit le médecin, le sport, les devoirs, les études, tout ça. Ma femme n'est pas très présente à la maison, donc on a décidé de demander une garde totale des petits. Je peux les gérer tout seul, donc au final, j'ai plus besoin d'elle, quoi. C'est dur à dire, mais j'ai plus besoin d'elle, quoi. Ce matin, Tony et sa femme voient le juge pour la première fois. Ils sont chacun assistés d'un avocat. Bonjour maître. Ils ne trouvent pas d'accord pour la garde des enfants. Asseyez-vous. Comme souvent, les ex-conjoints prennent soin de s'asseoir le plus loin possible l'un de l'autre. Chaque avocat met en avant ses arguments pour prouver que son client est le plus à même d'obtenir la garde. Alors, chacune des parties a accepté de signer un procès-verbal. Donc, comme je vous l'indiquais, ça permet d'avoir un divorce un petit peu plus pacifié. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de dire pourquoi est-ce que vous divorcez, qui est responsable, etc. On se contentera de statuer sur les enfants. Aujourd'hui, madame s'occupe des enfants le matin, monsieur part à 7h15. Et monsieur, qui finit à 16h30, s'occupe des enfants à la sortie de l'école et de fait, effectivement, assume les rendez-vous médicaux de la fin de journée. Donc jusqu'à 18h15. Madame finit à 17h30 le travail, elle peut être à la sortie de l'étude. Donc elle peut s'occuper des enfants tant le matin que le soir. Ce que je veux juste vous dire, c'est que dans les écritures de mon confrère, on tente de nous montrer en tout cas qu'il y a un investissement supérieur de monsieur pour les enfants, etc. C'est pas du tout le cas. Monsieur s'occupe de manière intensive des enfants tous les soirs, effectivement. Les enfants, ça a toujours été sa priorité. L'intérêt des enfants, un attachement très fort, ce qui ne me paraît pas anormal. Et surtout, il ne me paraît pas anormal et atypique que ce soit le père qui formule une demande de résidence principale. C'est vrai que monsieur est relativement disponible. Le soir à 4h30, et que les enfants, s'ils peuvent ne pas aller à l'étude tous les soirs, c'est quand même mieux. Excusez-moi, madame, vous dites que monsieur est disponible, mais il quitte le domicile à 7h15. Il propose dans ses écritures de déposer les enfants le matin chez une gardienne d'un immeuble voisin. C'est moins compliqué pour un enfant d'être à l'étude que d'être déposé chez un tiers à 7h du matin. Si on me auditionnait les enfants, vous auriez vu tout de suite que c'était pas ça. Excusez-moi, mais non. Les garçons, ils veulent vraiment, ils nous aiment autant l'un que l'autre, ils l'ont bien. Non, c'est pas une question d'amour. Je suis pas là pour me battre. C'est pas une question d'amour. Mais de toute façon, attendez, une chose est sûre, vous êtes tous les deux de bons parents, vous aimez tous les deux vos enfants, et vos enfants vous aiment tous les deux. C'est le principe de base, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, vous vous séparez, il faut organiser la vie de la famille. Ah oui, l'audience a duré 20 minutes. La juge met la décision en délibéré. 2 semaines pour étudier chaque pièce du dossier, pour motiver et rédiger ses conclusions. De toute façon, dans l'intérêt des enfants. Tony espère échapper à la résidence alternée. Le problème d'une garde partagée, c'est qu'une semaine, les enfants vont recevoir une certaine éducation, et en fait, une autre semaine, ils vont recevoir une éducation différente qui peut peut-être les embrouiller. Et moi, je trouve pas ça bien, en fait. La juge optera finalement pour une résidence alternée. 1 semaine chez le père, 1 semaine chez la mère. Le JAF est un arbitre parachuté dans les histoires de couple où la vérité de l'un se confronte souvent à celle de l'autre. Et c'est à lui seul de trancher. On sait très bien que les décisions qu'on prend ont une très grande incidence dans la vie des gens, que si pour nous c'est un dossier parmi d'autres et quand on rentre à la décision tel jour, on se souvient plus très bien quelle décision on rend. Je sais que pour les personnes qui vont la lire, c'est la décision peut-être de leur vie, enfin, c'est peut-être la seule et unique fois qu'ils auront affaire à la justice, ou alors ça fait partie d'une succession, ça s'inscrit dans une succession de décisions et ça n'en est pas moins important. Donc il faut vraiment toujours avoir ça en tête, se dire que pour les gens, c'est très extrêmement important. Au tribunal de grande instance de Nanterre, dans cette annexe,
le pôle famille. Ici, 9 JAF, 9 femmes, traitent chacune près d'une centaine de dossiers par mois. Des consentements mutuels qui se règlent en quelques minutes. Donc aujourd'hui, je prononce votre divorce. Ou des divorces contentieux qui peuvent prendre des années. L'affaire 32. Quels que soient les cas, le principe cardinal qui guide chaque décision, l'intérêt de l'enfant. Marie-Catherine Gaffinel, 37 ans, exerce ici depuis 1 an. 3 fois par semaine, elle tient des audiences marathon, jusqu'à 20 dossiers par jour. On ne peut pas être JAF si on n'aime pas le contact et si on n'aime pas les audiences, parce que c'est quand même une de nos principales activités. Et effectivement, moi j'aime bien être au contact des gens, les écouter, essayer de trouver une solution à leurs problématiques. Et tenir l'audience est un moment que j'aime bien. Une bonne audience, c'est aussi une audience où il se passe quelque chose? Une bonne audience, c'est une audience où on a l'impression que les gens ont compris ce qui s'était passé, qu'ils ont compris les enjeux. Mais une bonne audience peut aussi être un moment où il se dit des choses très importantes et il n'y a pas d'accord, mais où les parties ont entendu la position de l'autre et ont entendu aussi ce que le juge avait à dire. Mais les bonnes audiences n'arrivent pas tous les jours. Et dans son quotidien, Marie-Catherine Gaffinel doit affronter des situations parfois très houleuses. Certains divorces mettent des années à se régler, quand les ex-conjoints se livrent des batailles sans fin devant les tribunaux. Divorcé depuis 8 ans, cet homme passe pour la 4e fois devant un juge aux affaires familiales. Il ne veut plus payer les 300 € de pension alimentaire. Et comme souvent dans les affaires de divorce, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, monsieur, vous êtes seul, vous n'êtes pas assisté d'un avocat, d'accord? Et madame, c'est comme ça qu'on prononce? Oui. Alors, vous avez 3 enfants qui sont tous majeurs. L'enfant aîné, c'est déjà terminé, il travaille depuis fin 2013. Et vous ne payez plus? Non. Non. D'accord. Donc vous demandez la suppression pour qui? Pour les 2 derniers qui sont majeurs, moi j'ai 1500 brut. Je dois payer la pension alimentaire, plus un recours pour ma mère. J'ai amené les pièces originaux. Vous avez fourni votre dernier avis d'imposition, monsieur? Oui, bien sûr, oui. Et votre dernière fiche de bulletin de salaire? Vous l'avez amené, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Elle paye 685 € de charge. Donc, monsieur, s'il vous plaît. J'ajoute également qu'il ne prend, monsieur Caroui ne voit jamais les enfants, il ne les prend jamais. Il ne leur paye ni vacances, ni cadeaux, ni quoi que ce soit. C'est madame qui paye tout. Il ne voit pas ses enfants. Avec 902 € pour assurer pour elle et les 2 enfants, vous devez bien comprendre que c'est largement insuffisant. Elle a laissé 0 € sur le compte. Laissez-moi terminer. Monsieur, s'il vous plaît. 30 000 €. Monsieur. Enfin, je demande à votre tribunal de maintenir la pension au motif, au montant qu'elle avait été fixée en 2012. Je souhaite reprendre la parole, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé Alors, allez-y, monsieur. Brièvement, monsieur, parce que vous êtes... L'aîné, il travaille en Suisse et il est plutôt dans une situation très confortable. D'accord, mais monsieur, c'est pas au frère aîné, c'est pas le frère aîné qui doit prendre en charge ses frères et sœurs, enfin ses frères en l'occurrence, pour les entretenir. Ça fait partie des obligations des parents d'entretenir leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et autonomes. D'accord, madame le juge. Non, les débats sont clos. Sur une question financière, je regarderai avec attention vos pièces. Et je pourrais décider si oui ou non il faut une suppression ou une diminution ou un maintien, comme c'est le cas actuellement. Non, monsieur, les débats sont clos. Je vous remercie de quitter la salle. Elle vous a même pas dit la vérité ou alors... Monsieur, je suis diabétique et je non. Alors, oui, d'accord. Je vous dirai une chose, je suis diabétique. Moi, mes dents, je les arrache à la maison. Vous avez les moyens pour payer un médecin. Monsieur, je dois me faire masser les pieds, je ne peux même pas baisser. Mais vous avez les moyens de le faire. Je vais le père des enfants. Monsieur, elle est où votre dose professionnelle? C'est le pognon que vous voyez, vous crèverez avec. Elle est venue avec son avocat, moi je suis venu avec mes prières. Monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. 4 juin. 4 juin, merci. Je vous en supplie. Les débats sont clos, monsieur. Dans cette affaire, comme dans les autres, la juge doit se détacher de ses émotions.
elle décidera de maintenir les pensions alimentaires que verse le père. Dans les affaires plus délicates, elle peut ordonner une enquête sociale, souvent réalisée par un psychologue. Un outil pour y voir plus clair. C'est le cas pour cette femme séparée depuis 1 an, qui espère obtenir la garde totale de ses enfants. Vous appréhendez cette audience ? Oui, complètement. Oui, j'appréhende parce que c'est déjà c'est quelque chose de très officiel. On est en face d'une certaine forme d'autorité, donc c'est impressionnant. À l'autre bout de la pièce, son ex-conjoint s'entretient avec son avocate juste avant l'audience. Ça profite aussi à l'intérêt des enfants. C'est surtout, il n'y a que l'intérêt des enfants qui doit être pris en compte par le magistrat. Votre seul objectif, c'est le bien-être des enfants. C'est la 2e fois qu'il passe devant le juge. Il espère que ce sera la dernière. C'est la dernière ligne droite, en fait, de cette séparation, et je pense qu'on l'attendait tous, un peu et l'autre, de part et d'autre. Aujourd'hui, la communication est totalement rompue entre les 2 parents. C'est une guerre de tranchées. Et c'est ce qui a motivé la juge à ordonner une enquête sociale. Asseyez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous avez pu prendre connaissance du rapport d'enquête sociale ? Est-ce que vous êtes parvenu à un accord à l'issue de celle-ci ou pas du tout ? Du tout. Bon. Alors, la conclusion de l'enquêteur, c'est de dire que vos enfants étaient exposés à des discours parentaux dégradés, c'est-à-dire que vous critiquiez, et c'était surtout relevé pour vous, monsieur, que vous critiquiez souvent la façon de faire de la mère, ce qui était préjudiciable pour les enfants. Monsieur, vous n'hésitiez pas à critiquer et à émettre un certain nombre de suspicions à l'égard de madame, alors que... pour votre part, vous étiez quand même plutôt respectueuse et en tout cas, vous n'émettiez pas trop de critiques, en tout cas devant l'enquêteur. Je constate juste que le problème soulevé à la précédente audience, c'est-à-dire un problème de coparentalité, vous n'arrivez pas à prendre les décisions ensemble, on revient à 4 mois après, le problème est identique. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avancer et passer au-delà de ça ? Je ne connais pas beaucoup de papas qui, du jour au lendemain, sont capables de mobiliser une famille, d'acheter un appartement, en tout cas de trouver un logement à proximité de celui de la mère pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Je voudrais être auprès d'eux dans leur quotidien. Tout simplement pour les suivre dans leur quotidien. Et ne pas être le papa exclusif d'un week-end tous les 15 jours. Moi, je ne suis pas du tout dans un rapport de confiance. C'est simple, la confiance, elle n'est pas là. Le problème, c'est que quelle que soit la décision que je rendrai, je ne pourrai jamais être suffisamment précise pour pallier votre manque de communication. Je ne pourrai jamais dire c'est telle heure, tel jour, tel endroit, au coin de la rue, etc. Une décision de justice, elle n'a pas vocation à réglementer tous les petits aléas de la vie courante. Ça, il faut que vous vous entendiez ensemble. Je vous invite à garder en tête la médiation, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est ce qui sera le mieux pour vous. Parfait. Ouais. Merci. Merci. Est-ce que vous imaginez un jour vous retrouver ici ? Dans cette situation nullement. Personne n'est à l'abri, je vous promets. Du jour au lendemain, ma vie a basculé, donc... Que dire ? Non, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'est pas compliqué de me retrouver à côté du père de mes enfants, puisque ça reste le père de mes enfants. J'ai pas de souci avec ça. Après, avoir un discours et avoir un échange, oui, c'est plus difficile. Après 15 affaires de divorce et de séparation, un dernier dossier, beaucoup plus rare, mais aussi beaucoup plus léger. Entrez, maître. Merci. Alors, vous êtes madame Ying-Zup. C'est ça. Vous avez déposé une requête afin de changement de prénom. Oui. Vous vous appelez donc de votre prénom Ying. Ouais. Et vous auriez souhaité que votre prénom, ça soit Elodie Ying, enfin qu'on rajoute donc... Oui, on rajoute qu'on rajoute Elodie. Vous allez m'expliquer ça, sachant que le ministère public n'a pas d'opposition à votre demande. Elle est mariée avec un Français, elle a un enfant qui porte également un prénom français, donc voilà. Dans un souci d'unité familiale, elle souhaiterait désormais porter le prénom Elodie
sans toutefois renier ses origines, puisqu'elle souhaiterait conserver un second prénom, Ying. Madame, est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche? Des problèmes tous les jours dans la vie quotidienne. Et en fait, mon prénom, souvent les gens ils confondent madame, monsieur, et j'ai souvent avoir des problèmes et qu'on me mal orthographié et prononcé dans le courrier. C'est très embêtant. Les gens, ils n'arrivent pas à retenir déjà. C'est très, très embêtant dans mon travail. Si aujourd'hui, je fais droit à votre demande, ça veut dire que ça sera retranscrit sur vos actes d'état civil, ça sera officiel, mais qu'après, en contrepartie, vous n'allez pas, dans 6 mois, dire que finalement, Élodie, ça ne vous plaît pas et que vous voudriez vous appeler... Et en plus, on m'a appelé souvent Monsieur Ying, alors c'est mon prénom, et je suis madame. Alors c'est pas évident. Hein. Et désolée pour ce retard. Ah non, je vous en prie. Déjà... L'audience a été longue. Et je crois que je suis gentille de nous avoir reçus. Au revoir, madame. Bonne journée, au revoir. 2h10, notre record. C'est vrai, hein, on n'a jamais fait aussi tard. Marie-Catherine Gaffinel travaille aussi chez elle. Elle aime rédiger ses décisions dans le calme de son salon. Juge aux affaires familiales depuis 6 ans, cette mère de 3 enfants a un certain recul face à la profession. Il y a un assez grand turnover des juges aux affaires familiales, notamment à mon avis parce que justement c'est fatigant. D'abord la tenue des audiences, c'est fatigant. Il faut être réactif, il faut être de bonne humeur, il faut être à l'écoute. Et en fonction de nos vies et de nos situations familiales, on n'est pas forcément dans ces dispositions-là. Et puis, il faut rédiger perpétuellement, sans s'arrêter. Et on a tellement de dossiers qu'on n'a malheureusement pas trop le temps de s'arrêter sur un pour l'approfondir, pour faire des recherches juridiques. Enfin, on les fait nécessairement parce que c'est notre travail, mais on a beaucoup de mal parce qu'on a ces dossiers qui s'enchaînent. 2 fois par mois, Marie-Catherine Gaffinel siège au tribunal. Pour l'occasion, elle doit revêtir sa robe de magistrate. Cette chambre statue sur les filiations, les adoptions, prononce des annulations de mariage, tout ce qui touche à l'état civil des personnes. Le ministère public n'est pas là. Une audience où elle est habituellement assistée de 2 autres juges. Non. Mais aujourd'hui, elle prévient les avocats qu'elle siégera seule. L'audience va se tenir à juge-rapporteur si vous n'y voyez pas d'inconvénient. L'audience va se tenir à juge-rapporteur compte tenu des effectifs du tribunal à cette période. Les audiences se tiennent en présence d'un procureur. Nous attendons le ministère public, puisque ce sont des audiences où le ministère public est présent pour donner son avis. Cette chambre tranche essentiellement des affaires de filiation, 120 par an. La juge examine aujourd'hui la demande de Pierre Axel, un jeune homme de 26 ans, qui souhaite porter le nom de famille de son père biologique et pas celui de son père actuel, qu'il a reconnu à la naissance. Aujourd'hui, Pierre Axel intente une action pour contester la paternité de monsieur et voir reconnaître celle de Élodie. Son avocate réclame ce changement de nom, ainsi que l'avocate de sa mère et de son père biologique. Mais l'avocat de son père, l'homme qui l'a élevé, s'y oppose totalement. Son client aurait toujours été convaincu d'être le père. Monsieur savait que Pierre Axel n'était pas son fils. Non, c'est faux, absolument pas. Toutes les attestations que je montre de tous les employés, de toute la famille, de tous les amis de monsieur montrent bien que Pierre Axel a toujours été considéré comme le fils de monsieur. On a toujours su dans la famille que mon client, Pierre Axel, était le fils de monsieur Chiroli. J'ai la preuve, j'ai les éléments dans le dossier. Il s'est toujours comporté comme le père. Je rapporte la preuve d'attestation, je rapporte la preuve de photos, je rapporte la preuve d'un suivi, des rencontres avec la famille allemande de monsieur Chiroli, puisque monsieur Chiroli est allemand. Je rapporte la preuve aussi du suivi, de l'aide financière. Pour vous donner juste une anecdote, monsieur savait parfaitement que Pierre Axel était le fils de son père, puisqu'il l'appelait le petit teuton. Il l'appelait pas mon petit teuton, il l'appelait Loulou.
Je ne sais pas où on a vu qu'il l'appelait son petit teuton. Vous avez mis vos dernières conclusions? Oui, elles y sont. La juge va ordonner un test de paternité. Si celui qu'il considère comme son père biologique l'est vraiment, Pierre-Axel pourra porter son nom. Julie Ravenne, 37 ans, est juge au tribunal pour enfants de Nanterre. Ce matin, elle va décider du sort de jeunes prévenus dans 10 affaires différentes. Bonjour. Les audiences se déroulent à huis clos pour protéger les mineurs. Une intimité que notre caméra a pu exceptionnellement rompre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Entourée de ses 2 assesseurs, Julie Ravenne s'attaque au premier dossier, celui de Jordan. Bonjour monsieur. Qui est Le présent jeune dans la homme salle, monsieur a déjà été condamné 5 fois pour vol, recel et usage de stupéfiants. Aujourd'hui, il comparaît pour avoir dérobé un sac à main, un vol avec violence, commis quand il avait 17 ans. Les policiers en patrouille ont vu une femme en état de stress. Elle dit qu'un auteur, en fait qu'un des individus l'a aveuglée avec un sac poubelle noir qui a été placé donc sur son visage. Elle a senti un coup de pied à la jambe droite, ce qui l'a fait chuter face contre terre. Elle a vu alors environ 4 individus prendre la fuite, dont un qui était porteur de son sac à main. Et elle reconnaît effectivement que le téléphone qui a été retrouvé sur vous, monsieur, est bien le sien. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ces faits? Que j'ai fait une grande bêtise et que j'aurais jamais dû accepter de faire le gay. Jordan prétend n'avoir joué qu'un rôle de guetteur. Il serait resté à l'écart en observant la scène. Il y en a un qui l'a, avec les sacs poubelles que j'avais, il a caché ses yeux et il l'a balayé. Et pendant qu'il a balayé, l'autre a pris son sac et on est parti en courant. Et à quel moment ont été portés les coups de pied, du coup? Bah, juste avant qu'il ait arraché son sac. D'accord. C'est vous qui étiez en possession des sacs poubelles? D'accord, ok. Pourquoi vous êtes avec des sacs poubelles sur vous? Comme ça, j'en avais. Mais quelle est l'utilité de sortir avec des sacs poubelles sur soi? À quoi ça c'est sert? pas des vrais sacs poubelles, c'est des tout petits en fait. Mais ça sert à quoi? Ça, c'était pour des bonbons. Pour des bonbons? On est loin des bonbons là. Bon. Vous pensez qu'elle a ressenti quoi, cette personne, ensuite? Elle a dû être traumatisée. Et à votre avis, c'est quoi les conséquences sur sa vie de tous les jours ensuite? D'avoir peur de sortir chez elle. De se promener dans la rue, d'aller quelque part, de faire un trajet dehors seul. Vous avez conscience de ça? Puis encore une fois, c'est des faits d'une extrême violence. C'est pas juste c'est pas juste le fait d'arracher un sac à main. Alors effectivement, vous dites que votre rôle était plus extérieur. Pour autant, vous êtes resté là, monsieur, et vous n'avez rien fait. On prend le dossier. Le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis. Malgré le sermon de la juge, Jordan ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits. Son éducateur, qui le suit depuis ses premiers délits il y a 2 ans, tente de lui remettre les pieds sur terre. Elle n'a pas l'air très contente, la juge. Pourquoi elle serait contente? Je sais pas. Il y a une femme qui a été agressée, un sac plastique sur la tête. Non, mais on dirait que ça n'allait pas très bien se passer. Je me sens pas très bien. Bah, comment tu aurais voulu qu'elle soit? Qu'elle te fasse la bise, qu'elle te... Non. Je sais pas, qu'elle te dise quoi, que c'est bien ce que t'as fait, c'est quoi? T'es une victime derrière, c'est pas rien. Jusqu'à présent, Jordan n'a été condamné qu'à des travaux d'intérêt général. C'est la première fois qu'il encourt une peine de prison. C'est pas facile. C'est compliqué. Est-ce que tu arrives à comprendre aussi pourquoi tu as fait tout ça jusqu'à maintenant? C'est peut-être on aime l'adrénaline, on aime faire ça. Et aussi moyen de se faire remarquer par les gens, être là, être présent. Moyen de gagner un peu d'argent aussi? Oui, après il y a toujours l'idée de l'argent. Avoir un peu d'argent dans sa poche, on va pas refuser. Après 30 minutes de délibéré, la juge rend sa décision.
Donc, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de vol avec violence. Le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 12 mois. 6 mois de prison avec sursis, le double des réquisitions. Jordan, 19 ans, aujourd'hui sans emploi, doit également trouver du travail ou une formation. Sinon, ce sera l'incarcération. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Merci. Au revoir, monsieur. Chaque année, ils sont 600 à comparaître devant le tribunal pour enfants de Nanterre. En moyenne, les mis en cause ont 16 ans au moment des faits. En France, la justice pénale s'applique dès l'âge de 13 ans. Le rôle des juges des enfants n'est pas uniquement de sanctionner, mais de faire prendre conscience à ces jeunes de la gravité des faits. Une justice éducative, rendue ici uniquement par des femmes. 9 magistrates qui gèrent plus de 3000 dossiers par an. Ce sont les procureurs qui décident des éventuelles poursuites judiciaires. L'école fait état de dénonciation de contraintes ou pas? Stéphanie Gian, 38 ans, est de permanence ce jour-là. Et dans le cadre de son expertise, la mineure ne faisait pas état de contraintes non plus. Au téléphone, un policier d'un commissariat du département. Un collège lui a signalé une suspicion de viol sur une de ses élèves. Il veut connaître les suites à donner à cette affaire. Mais le viol n'est pas du tout caractérisé, là. Ils ont le même âge, elle vous dit qu'il n'y a jamais eu de contrainte ni de violence, qu'elle était consentante. Bon, vous pouvez transmettre en vue d'un classement et d'une évaluation sociale. Autrement dit, le collégien ne sera pas poursuivi par la justice. D'accord. Chaque jour, la procureure reçoit en moyenne une trentaine d'appels de commissariat concernant des mineurs. Quand les faits sont graves, elle place les jeunes en garde à vue pour 48 heures maximum, comme pour les adultes. Bonjour. C'était le cas la veille pour 3 adolescents âgés de 15 à 16 ans. Ils sont soupçonnés de vol à l'arraché sur une vieille dame qui est tombée sous le choc. La procureure va leur parler par visioconférence. Bonjour monsieur, est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes devant moi parce que j'envisage de prolonger votre garde à vue car l'enquête n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée à 16h15. Est-ce que vous pouvez me dire comment se déroule la garde à vue jusqu'à présent? Bien. Vous vous êtes alimenté? Non. Pourquoi? J'aime pas. Vous n'avez rien mangé depuis hier 16h15? Ouais. Bon, puisque je prolonge votre garde à vue, je vous conseille de vous alimenter parce que ça va faire un petit peu long, hein, 1 jour et demi, 2 jours sans manger. On va pas vous forcer à manger, mais c'est dans votre intérêt. Les mises en cause passent à tour de rôle devant le procureur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur la prolongation que j'envisage? Est-ce qu'après que ça sera prolongé, est-ce qu'elle se sortira? Alors moi, ce que j'envisage en l'état, c'est que après la prolongation, vous soyez déféré au tribunal. Parce qu'il vous est reproché des faits assez violents. Donc je souhaiterais que vous soyez déféré devant un juge pour enfants. À Nanterre, un mineur sur 4 poursuivi par un juge des enfants est déféré. Il comparaît immédiatement après sa garde à vue devant le juge, risque des poursuites pénales et même l'incarcération sur le champ. Au revoir, monsieur. Stéphanie Gian s'entretient maintenant avec la juge devant laquelle les 3 jeunes comparaîtront le lendemain. Oui, la permanence. Je viens de le prolonger. Je viens de vous laisser un message sur le répondeur. Ne l'écoutez pas, du coup, il va être très moche. C'est pas grave. Ils ont agressé une vieille dame. Ça va pas. On sait quel âge elle a, la dame? Merci. À tout de suite. Oui, on sait, mais je ne l'ai pas noté. La victime, âgée de 80 ans, a été hospitalisée. Elle souffre de plusieurs fractures. Reconnaît et il indique qu'il s'était concerté, que les 2 autres ont fait le guet pendant que lui allait arracher le sac à la victime et ensuite ils sont partis en courant, ils allaient partager le butin. La juge connaît bien l'un des 3 jeunes, Arnaud, 16 ans. Elle l'a déjà mis en examen 2 fois pour le même type de délit. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines seulement. Des violences sur une personne âgée.
C'est quand même un souci. Ça m'interroge quand même sur sa personnalité, parfois sur des personnes, tu vois, sur des personnes âgées. C'est un gamin, on a l'impression quand il est complètement un peu en décalage avec la réalité. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai que ça. Si j'ai d'autres choses, je te préviendrai. La juge pourrait décider de le placer en détention provisoire. Il est parfait. Il est rapide. Le lendemain, la mère de l'adolescent attend son fils devant le bureau de la juge avant sa comparution. Agent d'entretien, elle l'élève seule. Elle sait qu'il risque la prison et elle le souhaiterait presque. Comment vous vous sentez? Très mal. Pourtant j'ai l'habitude, mais à chaque fois c'est... Je suis pas bien. Je dis moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'il soit vraiment puni pour quelque chose. Je vous dis franchement, s'il est emprisonné, c'est bien fait pour lui. Je vous dis, j'en peux plus. Il devrait faire comme en Amérique, les prisons pour les adolescents, là. À je sais pas quelle heure du matin, debout, et puis hop. C'est difficile pour une maman aussi de vivre tout ça? Ah oui. Parce que je comprends pas ce qu'il a dans la tête. Je vous dis, quand je peux lui donner de l'argent, je lui donne. C'est pas quelqu'un de malheureux, quoi. C'est... Plus qu'on leur en donne, plus qu'ils en veulent. Et puis là, il y a un peu une escalade aussi dans la violence. Bah ouais, parce que... Pareil, je comprends pas, il a jamais été agressif. Et depuis quelque temps, parce qu'il a bon cœur. Tout seul, on fait ce qu'on veut de lui. Mais dès qu'il est en bande, ils veulent se faire montrer. C'est moi le caïd, et puis voilà. Nous n'avons pas pu assister à l'audience. 1 heure plus tard, Arnaud est mis en examen. Il repart menotté pour le quartier mineur de la prison de Nanterre. Il est placé en détention provisoire. À Nanterre, comme partout en France, les juges des enfants ont aussi une autre mission. Ils consacrent 70% de leur temps à l'assistance éducative. Un accompagnement de familles cabossées, de parents désunis, de foyers où la violence perturbe l'équilibre des enfants. Ce matin, la juge Delphine Blot reçoit le petit Tom, 6 ans, et ses parents. Voilà, pour la situation de... S'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. L'enfant vit en garde alternée chez ses parents divorcés. D'accord. C'est la mère qui a saisi la juge il y a 2 ans, inquiète des conditions de vie de son fils chez le père. Tu les rangeras après, chérie. Alors, vu son jeune âge, il a le droit de jouer dans son coin s'il veut, hein, c'est pas un souci. Une enquête sociale a confirmé que le conflit parental perturbait l'enfant. La juge a nommé une éducatrice, ici en rouge, pour suivre le bon développement de Tom et conseiller ses parents. 2 fois par an, ils sont convoqués au tribunal pour faire le point. Alors, je rappelle qu'à la base, cette mesure avait été ordonnée surtout en raison du conflit parental assez massif, assez important, qui pouvait impacter effectivement de façon assez importante. Étant précisé que c'est ajouté aussi à tout ça une affaire de violence pour laquelle vous avez été condamné, où madame, je crois, faisait partie des victimes et auxquelles avait assisté. Donc tout ça faisait qu'effectivement, il y avait des grosses inquiétudes sur l'évolution de ce petit garçon. Alors étant précisé aussi que chacun des parents, alors c'est ce qui est indiqué d'ailleurs dans le rapport, c'est qu'il y a des liens d'attachement très forts entre... Bon, ok, ça le mérite de la spontanéité. Qu'est-ce que tu as dit que tu avais peur de papa? C'est le cas? Bon. On peut dire qu'il y a des choses à dire, monsieur, là, parce que j'ai l'impression que... Bon, on va justement, monsieur... Il est formaté par la mère pour dire ce que la mère veut. Vous voyez, ce sont des propos, il n'y a que chez la mère qu'il a pu entendre dire cela.
Donc, il y a des soucis à ce niveau-là, où le petit, il y a une aliénation parentale qui est en train de se mettre en place contre moi. Alors après, Voilà, monsieur, on n'est pas moi. psy, C'est parce pas- que pour parler d'aliénation parentale, c'est un mot fort, hein, Oui, c'est oui, d'ordre non, mais c'est pédopsychiatrique. On peut peut-être éviter de cristalliser, on va dire, les difficultés à cette audience, puisque là, bon, l'intérêt justement, c'est que moi je constate que la situation, pour le coup, n'a pas beaucoup avancé depuis quelques temps. La mère, médecin de profession, prétend également qu'à chaque fois qu'elle récupère l'enfant après un séjour chez le père, il a des bleus ou des cicatrices. Elle accuse son ex-mari de négligence. Sur les éléments, on va dire, plus récents. Pour la cicatrice, il a été la grande cicatrice laissée seule dans un jardin public où visiblement son père ne le surveillait pas du tout et il est tombé dans un trou. Bon, alors monsieur, est-ce que vous souhaitez à ce stade répondre si possible en restant calme? Très factuellement, oui, très calme, très factuel. Voilà, donc, mon fils est complètement couvert de bleu, il est cicatrisé de partout. Voilà, donc c'est vachement compliqué dans un contexte de déformation professionnelle de mon ex-épouse qui est médecin, qui voit les maladies partout. J'ai vécu avec elle et je le sais. Il y a une cicatrice de 4 cm qui n'a pas ces nécessités de suturation. Il n'y a jamais eu d'enfant abandonné dans un parc qui est tombé dans un trou. Comme tous les enfants, ils jouent, ils courent. Tous les enfants de son âge se font de petits bobos. C'est de la bobologie. J'ai l'habitude. Hein, c'est pas la première fois que tu produis des choses pareilles. Vous niez, voilà, madame reste inquiète. En tout cas, objectivement, ça permet de constater que le conflit, il reste important. Et surtout, oui, il va falloir qu'il puisse grandir avec des parents qui s'entendent un peu mieux, parce que sinon, ça risque, hein, monsieur, de vraiment entraîner des grosses inquiétudes pour si ça continue comme ça, hein, dans son développement. Parfois, ce genre de petits garçons qui continuent à grandir, qui arrivent à l'adolescence, ça peut arriver qu'ils aillent vraiment très mal, qu'ils fassent un rejet total de la famille, qu'ils deviennent complètement révoltés, puis qu'ils tombent dans des conduites. Ça, on le voit parfois, effectivement. Donc, il y a un vrai danger, je pense, sur un plan psychologique. Mettre en place un suivi éducatif le plus tôt possible pour éviter qu'à l'adolescence, le jeune ne sombre dans les difficultés. Tu viendras jouer? Le pari n'est pas toujours gagné. D'accord. Bon, je vous tiens au courant, messieurs, dames. À bientôt. Johan, 16 ans, est en décrochage scolaire. Après des problèmes de violence à la maison, il a fait l'objet d'un signalement des services sociaux il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par une juge en assistance éducative. Mais ce matin, c'est dans le cadre pénal qu'il est convoqué après un recel de scooter. C'est la 2e fois en moins d'1 an qu'il est poursuivi pour un délit. Un peu stressé. Alors, par rapport à la juge, parce que la juge, elle me connaît bien et ça faisait longtemps qu'elle ne m'a pas vu. Parce que moi, je faisais comme je l'ai dit, hein, je vous ai dit, moi, je fais plus de bêtises, c'est fini. Qu'est-ce que tu imagines qu'il peut se passer? Je sais pas, la prison. Parce que l'année dernière, quand j'étais déféré, il y avait une juge. Elle m'a dit, la prochaine fois que je te revois, je te mets en prison. En fait, je vais te mettre des grosses peines, tu sais, fais-toi, je t'aime pas, et ça. Voilà. Assisté de l'avocate de permanence, Johan se présente devant la juge qui doit lui notifier sa mise en examen. Après, c'est parfait. Je te laisse t'asseoir. Le papa est là, j'ai cru voir. Voilà, monsieur, bonjour. Je vous laisse vous asseoir à côté de votre fils, s'il vous plaît. Donc, je suis bien contente de vous voir, monsieur, parce que ça fait longtemps que je vois en audience. Et c'est vrai que j'avais pas pu vous voir jusqu'ici, ou peut-être tout au début. Donc, c'est très bien d'être venu aujourd'hui. Ça va permettre qu'on fasse ensemble un point sur la situation de votre fils. Par contre, la juge interroge Johan. Le jeune homme prétend avoir simplement garé un scooter pour le compte d'un ami, en ignorant qu'il était volé. La même défense que pour son précédent délit. Donc on a un peu l'impression qu'à nouveau, c'est un jeune probablement majeur qui te demande de faire un peu le sale boulot pour lui. Et résultat, c'est toi qui te fais attraper et c'est pas lui. On a l'impression que c'est assez récurrent quand même, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête à un moment donné ? Parce que là, ça refait une procédure pénale. Comment faire pour que tu sois capable, à un moment donné, de dire non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça, etc. Je pense que si je retrouverais une école, plus loin, on va dire. Pardon ? On va dire si je retrouverais une école un peu plus loin de chez moi. Un peu plus loin, alors c'est toujours la question. Comme ça, je reviendrai tard, comme ça, je croise personne de ma vie. Ouais, ok. Bon, donc j'en conclus que ton souhait, c'est toujours un peu d'être éloigné de ce quartier. Ton quartier. Bon. Mais là, il va falloir sérieusement que les procédures pénales s'arrêtent.
Parce qu'une prochaine fois, le procureur, ça sera un déferment, ça sera un contrôle judiciaire, ça pourra même être de la détention provisoire si ça continue. Hein, donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de dossiers. Voilà, je vais te demander une signature, s'il te plaît, en bas de chaque page, il faut que tu signes recto verso. Aujourd'hui, pas de détention provisoire. Johan doit seulement signer son procès-verbal de mise en examen. Rappel à la loi, travail d'intérêt général ou stage de citoyenneté. Pour les faits commis, il ne risque qu'une mesure éducative. Voilà, je vous laisse y aller. Au revoir. Johan sera jugé une semaine plus tard par Delphine Blot dans ce même cabinet. Au revoir, monsieur. Les mineurs ne comparaissent dans une salle d'audience que pour les affaires les plus graves. Un tiers des cas. Un moment solennel, comme pour les adultes, afin de créer un électrochoc chez ces jeunes en perte de repère. Ce matin, c'est la présidente du tribunal pour enfants, Béatrice Baudiment, qui dirige l'audience. Merci. Merci. Sur les 10 dossiers du jour, la moitié concerne du trafic de stupéfiants. Alors, l'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Matteo, 16 ans au moment des faits, comparaît pour la première fois. Bonjour monsieur. Il est accompagné de son père, commerçant, et de sa mère, auto-entrepreneur. C'est elle qui l'a dénoncé auprès des policiers. C'est votre mère qui s'est présentée au commissariat en indiquant que dans votre chambre, elle avait remarqué une boîte dans laquelle elle avait trouvé de la matière brunâtre ressemblant à de la résine de cannabis, ainsi que des billets de banque. Et que donc elle amenait tout ça à la police puisqu'elle ne voulait pas cautionner ce comportement. Pour financer sa consommation, Matteo se serait mis à dealer. Il aurait acheté 400 € de cannabis pour le revendre. Depuis combien de temps ça a duré, ce trafic? Ça a duré 4-5 mois. 4-5 mois au total? Oui. Et vous pensiez que si votre mère n'avait pas fait cette démarche d'alerter la police et de demander de l'aide, en fait, qu'il y ait un coup d'arrêt, ça aurait pu continuer combien de temps? Franchement, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais à mon avis, dans l'optique dans laquelle j'étais à ce moment-là, eh ben, à mon avis, j'aurais pas moi-même de ma propre, j'aurais pas arrêté comme ça en fait. Heureusement que ma mère elle est partie au commissariat pour pouvoir m'aider. Bon, alors on va demander donc aux parents et puis à tous les professionnels qui accompagnent le jeune homme de s'approcher, s'il vous plaît. Pour comprendre comment il a sombré dans le trafic, la juge se penche maintenant sur son contexte familial. Elle entend son père. Le petit a dévié, voilà, il avait 13-14 ans, bon, il prenait sa trottinette, il me disait « Papa, je suis à l'école ». Puis finalement, il n'était pas à l'école. Sans que je m'en aperçoive, le soir, il me disait « Papa, je vais aller dormir chez des amis et tout ». Et puis, moi, comme j'avais ma maladie à soigner, je me disais « Bon, oui, d'accord ». Effectivement, il y a eu du laisser-aller, puis j'ai pas, sur le coup, compris ce qui arrivait en fait. Depuis son arrestation, Matteo, devenu majeur, a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. La juge veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui de sa consommation de cannabis avant de prononcer la peine. Oui. Vous, tout à l'heure, vous commenciez à dire que vous aviez diminué, c'est-à-dire, vous en êtes où par rapport à la consommation, monsieur? Avant, j'étais à 2 grammes par jour. Maintenant, j'en suis à 1 joint, même pas. Oui. J'essaie de diminuer petit à petit. Ça reste beaucoup trop, surtout que vous conduisez dans le cadre professionnel. J'essaie de pas du tout fumer parce que je conduis. D'accord. Le trafic de stupéfiants est puni au maximum de 10 ans d'emprisonnement. Mais pour tous les délits, les peines sont divisées de moitié quand il s'agit de mineurs. Dans l'attente du délibéré, Matteo semble avoir pris conscience de ses actes. Ça me remet en cause. Je sais que je fais des conneries, voilà, maintenant je dois les assumer. Avant je travaillais pas, c'est n'importe quoi. Pourtant j'ai un travail, tout ça. Les éducateurs qui sont là pour nous aider, ça va, tout se passe bien. On va dire que c'était une erreur de jeunesse? Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Faut rebondir maintenant. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des infractions et prononce la peine de 2 mois d'emprisonnement, assortie intégralement d'un sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 18 mois. Pendant cette période, aucun écart ne sera toléré. Vous pourriez voir ce sursis mis à l'épreuve révoqué et donc être envoyé pour 2 mois en prison.
D'accord? Donc c'est sérieux. D'accord? Est-ce que tout est clair, monsieur? Tout est clair. Très bien. Alors, vous allez pouvoir reprendre vos pièces justificatives. Cette condamnation, le père de Matteo la vit un peu comme si c'était la sienne. On a l'impression d'avoir été coupable du fait qu'il soit ici. D'avoir peut-être, oui, loupé quelque chose, un passage dans notre vie, en fait. On a peut-être pris un mauvais virage. Comme Matteo, 65% des jeunes condamnés ne récidivent jamais. Depuis 2010, la délinquance des mineurs est en légère diminution.